Bonsoir à tous et à toutes. Et bon, très heureux de vous retrouver sans vous voir par Zoom. Donc, je remercie tout d'abord tous les membres de la Cité du Vin et des Vendanges du Savoir pour m'avoir de nouveau invité à présenter ces recherches. Donc, des recherches qui portent sur l'évolution du goût du vin au XXe siècle. Alors, parler de l'évolution du goût du vin, c'est parler de plusieurs facteurs. On sait que le vin évolue pour différentes raisons. Il évolue premièrement parce que les techniques de vinification ou parce que le matériel végétal évolue. Alors, on aurait pu remonter à l'Antiquité romaine. Les vins de l'Antiquité romaine sont très différents et sont vinifiés de façon très différente de ceux d'aujourd'hui. On peut imaginer qu'ils avaient un goût parfois assez spécial. Hein, si l'on s'intéresse par exemple aux vinifications de Columel avec de l'eau de mer ou avec du miel pour préserver le vin, effectivement, on peut imaginer qu'ils avaient un goût différent. Et au fur et à mesure des siècles, le vin va évoluer techniquement. Il va évoluer techniquement jusqu'au XXe siècle, et même, on le verra très rapidement au XXe siècle, ce vin prend d'autres couleurs, et en à peine 100 ans aussi, les techniques vont le faire évoluer. Ce qui fait évoluer aussi le goût du vin, ce sont bien sûr les évolutions de mode. Et ces modes sont tout particulièrement évoluent. Vous voyez très bien l'évolution, par exemple, récente entre les vins très parkerisés des années 90, des vins denses, des vins confits. Et aujourd'hui, on retourne vers un peu plus de minéralité, d'acidité dans les vins, de légèreté. Ces évolutions se font assez rapidement au fur et à mesure des siècles. Alors, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas forcément d'interpréter ces facteurs, c'est surtout d'essayer de comprendre qu'il y a une autre façon de comprendre l'évolution des vins, c'est la façon dont les personnes parlent de ces vins, c'est-à-dire la façon dont on déguste. Déguster, c'est interpréter, c'est donner un nom finalement à ce que l'on ressent, à ce que l'on sent par rapport au vin. Et vous allez voir qu'au cours du XXe siècle, cette dégustation, elle va fondamentalement changer, principalement dans les années 1950-1960. Et on va essayer de comprendre pourquoi elle a changé et quels sont les acteurs finalement qui font évoluer au XXe siècle cette dégustation et finalement le goût de ces vins. Alors revenons quand même brièvement sur l'évolution des techniques. Juste un tableau pour vous montrer quand même que les vins ont largement évolué. Si l'on prend cet exemple ici, qui est un tableau qui est tiré d'une recherche d'un chercheur qui s'appelle Nicolas Vivas, et il nous montre sur 100 ans de millésime bordelais que ces vins ont évolué. Vous voyez qu'on part des années 1900 pour arriver à 1999. Il fait des moyennes tous les 10 ans. Et on voit très bien qu'en moyenne, on peut le retrouver dans de nombreuses autres analyses de vin qui ont été faites sur l'ensemble du siècle, en moyenne, le taux d'alcool a largement augmenté. En revanche, les extraits secs, c'est-à-dire en fait globalement la tannicité des vins, a réduit. On buvait des vins beaucoup plus tanniques au début du siècle, au début du XXe siècle. L'acidité totale a également réduite. Et par contre, on voit que les doses de SO2 ont plutôt augmenté, même si récemment, les travaux universitaires comme les expériences des vignerons font qu'on tente de diminuer le plus possible ces doses de soufre. Donc ça, c'est la technique qui fait évoluer le goût du vin. On aurait pu parler aussi du changement des cépages, etc. Après le phylloxéra, du changement de matériel végétal après la Seconde Guerre mondiale. Tout ça, ça fait évoluer le goût du vin. Ce qui fait évoluer le goût du vin, c'est aussi l'évolution en tant que telle de ces techniques dans les chais ou dans les caves. Je vous montre ici juste un petit exemple. On voit ici les réseaux techniques viticoles en France dans les années 1950-1960, avec l'apparition de tout un ensemble de groupements, que ce soit l'INAO, que ce soit l'Institut des vins de consommation courante, l'INRA, les stations œnologiques à Bordeaux, à Dijon, à Montpellier ou à Reims, par exemple, qui vont travailler de concert avec les vignerons
avec en particulier l'Institut technique du vin. Hein. On voit ici la première exposition de l'Institut technique du vin durant le Salon de l'agriculture à Paris en 1949. Ces gens-là vont inculquer finalement les bonnes méthodes aux vignerons. Et pendant ces années 50-60, effectivement, on va avoir une amélioration de la qualité, donc de fait, un changement du goût du vin. Mais ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est la dégustation. On va s'intéresser tout d'abord à cette dégustation qui court au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, que j'ai appelée une dégustation au service des vins marchands, avec ici donc un négociant, hein, un maître de chai, qui est tiré d'un ouvrage de Bertal qui s'appelle La vigne, voyage autour des vins de France, études physiologiques, anecdotiques, historiques, humoristiques et même scientifiques. Hein, le titre est assez fabuleux. Alors, cette dégustation, effectivement, elle est au service des vins marchands et surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle emploie des termes et tout un vocabulaire finalement assez pauvre. Vous en avez ici, alors, je vous en montrerai un exemple après. Vous avez tout d'abord cette dégustation qui est menée. Les spécialistes, on va dire, de la dégustation sont principalement les négociants et les courtiers. C'est ce que nous dit hein, cet extrait du bulletin du comité d'agriculture de Beaune et de viticulture de la Côte d'Or. Il nous dit, si vous prenez le premier paragraphe, la qualité du vin et par suite sa valeur marchande dépendent de nombreux facteurs que l'on peut rapporter. C'est la qualité du raisin, le cépage, le sol, ça on le sait tous. C'est l'art de vinifier, mais il continue en disant tous ceux qui ont vécu dans les milieux viticoles ont pu observer ce fait général que les meilleurs vins sont obtenus par les producteurs les plus habiles dans l'art de la dégustation. Et ces producteurs les plus habiles dans l'art de la dégustation, ce sont certes des vignerons, mais ce sont surtout, à ce moment-là, ceux qui vendent le vin, c'est-à-dire les négociants et les courtiers. Et autre extrait, l'art de la dégustation des vins, ce n'est pas n'importe qui l'écrit. Vous en avez plein des livres qui se nomment art de la dégustation des vins. Ici, c'est le consul général de France en Cochinchine, qui s'appelle Jules Cloquet et qui est importateur de vin également. Donc, ce sont les marchands qui maîtrisent. Ces marchands, ils dégustent, alors c'est le cas pour la Bourgogne, c'est le cas pour la Loire, c'est moins le cas pour le Bordelais, mais ils dégustent dans des tas de vins. Cet objet, le tas de vin, on en reparlera tout à l'heure, mais ici, vous voyez le négociant Charles Bouchard en Bourgogne qui déguste des vins dans sa cave en 1930. Pourquoi le tas de vin? Parce qu'il correspond tout à fait à la façon dont on cherche finalement à exprimer le vin à ce moment-là. Le tas de vin, il permet de mirer le vin lorsqu'il y a assez peu de lumière dans les caves pour voir s'il a des défauts, en particulier s'il est trouble. Et à ce moment-là, il est très compliqué d'enlever le côté trouble des vins. Souvent, c'est assez compliqué au niveau technique. Donc, un vin qui est trouble, c'est un vin qui est non marchand, donc qui ne se vend pas. L'autre élément que nous permet le tas de vin, comme son nom l'indique, c'est de tâter le vin. Et tâter le vin, ça veut dire principalement s'intéresser à ce qui touche finalement, ce qui a trait au toucher en bouche. Si vous regardez ici, par exemple, ce tableau, c'est un extrait de tous les termes de dégustation dans un livre qui s'appelle Statistiques de l'avenir du vin en Côte d'Or du docteur Morelot, qui a été écrit en 1825. C'est globalement un exemple, mais vous pouvez retrouver ce genre de termes utilisés dans les dégustations sur tout le 19e siècle et sur toute la première moitié du 20e siècle. Et ce qui nous intéresse ici dans ces termes, c'est qu'ils ont attrait principalement au toucher en bouche. Vous pouvez voir qu'on s'intéresse certes au bouquet, mais on nous dit juste bouquet, on ne nous dit pas à quoi ressemble ce bouquet, pas de fruits, pas de fleurs, pas de cuir, pas de chocolat. Par contre, ce qui nous intéresse ici, enfin tout du moins ce qui intéresse le négociant, le dégustateur de l'époque, c'est de savoir s'il est délicat, s'il est fin, s'il est pétillant, s'il est vif, s'il est léger, s'il est avec ou sans acidité, s'il est âpre, s'il est ferme, s'il a un bon goût. C'est un vocabulaire finalement assez pauvre et qui touche principalement donc au toucher en bouche. Alors, vous noterez quand même qu'on a un terme ici qui détonne, c'est le terme de noisette. Alors, le terme de noisette, comme quelques termes qui sont utilisés dès le XVIe siècle par certains écrivains, c'est ce qu'on appelle en fait
c'est ce que j'appellerais tout du moins des canons sensoriels collectifs. Ça veut dire quoi un canon sensoriel collectif? C'est un terme qui permet pour tout le monde de se repérer dans les odeurs, qui est collectif. Noisette, tout le monde sait ce que ça sent. En revanche, pour définir dans un vin le goût de noisette, on est obligé finalement de comparer avec une odeur ou un goût que l'on a, que tout le monde connaît et qui se situe à l'extérieur du vin. Donc ici, pour certains vins, comme le Meursault ou le Montrachet, on utilise la noisette. On utilise le cassis, par exemple, pour le chambertin, la violette pour l'ermitage, ou encore la framboise pour le saumur. Mais ce sont certains vins très spécifiques qui prennent comme ça des canons sensoriels collectifs. Tous les autres descriptifs sont liés finalement au toucher en bouche. Vous voyez aussi un autre descriptif qui nous intéresse ici, c'est le goût de terroir. Alors, quand un vin, à la fin du 19e siècle, possède un goût de terroir, ce n'est pas nécessairement le cas dans les descriptifs, mais c'est un vin qui est plutôt mauvais, qui a un peu le goût de la terre. C'est un vin rustique et considéré comme paysan. Alors, on sait que le goût de terroir va évoluer petit à petit au fil des âges. Je conseille à tous d'aller lire l'ouvrage de Thomas Parker qui s'appelle « Le goût du terroir », qui a été édité il y a à peu près 2 ans donc aux éditions François Rabelais, qui nous montre que le goût de terroir, à un moment donné, va devenir positif, puis ensuite va devenir négatif. À la fin du 19e siècle, il est plutôt négatif. Si on se réfère ici au Dictionnaire universel de la langue française de 1841, qu'est-ce qu'on nous dit sur le goût de terroir? Sur le terroir, ce vin sent le terroir, a un goût de terroir, a un goût désagréable qui vient de la qualité, entre guillemets, je dirais, du terroir. Donc, vous voyez ici que la façon de déguster les vins, les termes employés pour déguster les vins sont principalement assez pauvres et liés au toucher en bouche. Pensez à la façon dont on déguste aujourd'hui, c'est assez différent. Donc, la façon de déguster étant différente, on apprécie aussi de façon différente les vins. On ne va pas aller chercher forcément les mêmes choses dans les vins. Ceci, ça perdure assez longtemps. Je vous ai mis ici des extraits de la revue du vin de France, alors d'avril 64, par exemple, pour le château Lafite Rothschild 49. On nous dit, dans les dégustations de la revue du vin de France, on a 64, on retrouve les qualités habituelles de ce grand cru, finesse, distinction, élégance, encore assez tannique, est à son apogée, doit se maintenir encore quelques années. Bref, toucher en bouche toujours, et finalement très peu de canons sensoriels collectifs. C'est identique pour le Beaune Clos des Mouches blanc de chez Joseph Drouin. On nous dit que ce vin étonne par sa jeunesse, qu'il est tiré jeune. Par vieillissement, il développe les nuances de son bouquet. Alors, on ne va pas plus loin sur le bouquet. Que le vieillissement donc développe le bouquet, qu'il charme dès maintenant par sa rondeur et son parfum de jeune vin. Mais c'est assez peu descriptif, juste toujours pour se toucher en bouche. Vous avez peut-être eu le temps de lire aussi le Sancerre 61. C'est exactement la même chose. Alors, ce qui pose une question, c'est comment on est arrivé finalement à changer et à utiliser, nous, dans notre façon de déguster actuelle, des canons sensoriels collectifs, c'est-à-dire à utiliser, à parler régulièrement du goût de framboise, du goût de mûre écrasée, du goût de tel ou tel café, du goût de l'odeur de cuir, de Russie, etc., de truffes. Eh bien, on va essayer de comprendre comment tout ça s'est venu. Alors, c'est venu par l'arrivée de nouveaux acteurs dans le monde de la vigne et du vin au XXe siècle, des acteurs qui vont venir à côté finalement de ces négociants et de ces courtiers. Ces nouveaux acteurs, ce sont tout d'abord les sommeliers. Alors, le sommelier, c'est un personnage à la fin du 19e siècle, qu'on va sortir des caves pour l'emmener dans les salles de restaurant. Et c'est vraiment à partir du début du XXe siècle qu'on va voir le sommelier arriver comme on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui propose des vins, qui fait une cave dans le restaurant et qui propose des vins liés à des mets, correspondant à des mets. Ces sommeliers, on en voit un exemple ici. Alors, c'est une dégustation qui a lieu en 1926, sans doute une des premières dégustations à l'aveugle officielles connues. On est à l'Union des sommeliers de Paris et vous voyez ici le président Carme de l'Union des sommeliers qui offre un verre au vainqueur du concours de dégustation à l'aveugle, M. Lecoq-Constant.
Cette dégustation, elle consistait en 8 vins différents. Les sommeliers avaient toute l'opportunité de voir les bouteilles. Ensuite, ils les ont masquées. Ces bouteilles, ce sont 8 appellations d'origine de blanc, à peu près de l'ensemble du Tour de France. Et l'idée, c'était de retrouver ces appellations d'origine. Mais le problème de ces sommeliers, c'est qu'à ce moment-là, l'exercice a dû être difficile parce qu'ils n'avaient qu'un vocabulaire, finalement, assez pauvre, qui permettait difficilement de décrire ces vins et de les situer géographiquement. Autre acteur qui émerge vraiment à ce moment-là, c'est le gourmet, alors avec des clubs gastronomiques, principalement parisiens, qui vont mettre en avant tel le Club des 100, la gastronomie locale et les vins qui vont avec. Alors ces gens-là dégustent beaucoup, boivent beaucoup. Vous voyez ici ce fameux menu Place Bellecour chez Vétard, chef de cuisine. Saucisson de Lyon, grenouille des étangs, poulard de Louhan. Alors, c'est que des plats bressants. Et avec ça, on va mettre des vins style montagneux, moulin à vent, bâtard montrachet, corton, chambertin, principalement des Bourgognes et du Champagne. Ces gens-là aussi continuent de déguster, on va dire, à l'ancienne. Alors, la question est, qui, finalement, a changé ces modes de dégustation? Et lorsque moi, j'ai commencé mes recherches à essayer de trouver l'acteur qui avait changé tout ça, j'ai pensé principalement à l'œnologue. L'œnologue, il apparaît à la fin du 19e siècle, suite aux travaux de Louis Pasteur principalement. Il va s'institutionnaliser, vont se développer des stations œnologiques un peu partout en France, et son objectif principal à l'œnologue à ce moment-là, c'est principalement de réparer les vins et de trouver aussi les défauts des vins. Il a une dégustation qu'on pourrait qualifier, entre guillemets, de négative. Et on le voit très bien ici dans les propos d'un œnologue réputé à l'époque qui s'appelle Mathieu, qui est le président des stations œnologiques de France et qui donne des cours justement aux sommeliers. Nous sommes en 1924 et on voit très bien, surligné en jaune ici, qu'il va utiliser des canons sensoriels collectifs, donc on évolue finalement dans le vocabulaire, mais pour désigner des défauts. Alors, ces vins qui ont des saveurs de cuit, des goûts de sec, des goûts de cochilis, très particuliers, des goûts madérisés, des goûts de mildiou, des goûts de créosote, d'acide phénique. Bref, des défauts, mais malgré tout, un début de vocabulaire nouveau, imprégné de comparaison avec des canons sensoriels collectifs liés au goût et à l'odeur. En réalité, ces œnologues, ils vont continuer pendant assez longtemps à utiliser ces termes de dégustation et pas franchement innover dans les termes de la dégustation. Par contre, ils vont faire évoluer les choses, d'une part, dans l'objectivation et dans la scientifisation de cette dégustation, et d'autre part, dans l'étude des composés qui forment finalement les odeurs et les goûts du vin. Alors, il y a deux personnages qui ressortent principalement à ce moment-là, tout du moins dans les années 40, 50, 60. C'est tout d'abord un Américain qui s'appelle Maynard Emery. Maynard Emery, il va lancer un des premiers tableaux officiels de dégustation des vins. L'idée, c'est de cadrer la dégustation. Ici, c'est de cadrer la dégustation pour les vins de Californie. Le vignoble californien, c'est un vignoble qui renaît après 1934, c'est-à-dire après la prohibition américaine. Et ce grand scientifique, œnologue, spécialiste des sciences de la vigne, va relancer le vignoble californien. Le problème de ce vignoble, c'est qu'il n'est pas connu et il voudrait que ce vignoble puisse être hiérarchisé, que les propriétaires puissent différencier leurs vins entre eux, les hiérarchiser, que les consommateurs aussi puissent créer des valeurs à ce vignoble. Et donc, il va inventer un des premiers tableaux de dégustation. Et vous le voyez dans ce tableau de dégustation en rouge. On ajoute à l'aspect, à la couleur et à tout ce qui touche au toucher en bouche, on ajoute le bouquet et le goût qui sont sur des indices 15. Vous voyez que c'est une note qu'on met à chaque vin sur un indice 100. C'est donc les notes à l'américaine, que reprendra Parker d'ailleurs. Mais c'est un premier progrès. Autre progrès, il a lieu en France, il a lieu même à Bordeaux, principalement. Ce sont les travaux lancés par, en particulier, donc, Ribéreau-Gaillon et Pénaud.
Émile Pénaud, il va lancer dès les années 30 des recherches avec des étudiants ou lui-même des recherches sur les composés qui donnent finalement telle ou telle odeur au vin ou tel ou tel goût au vin. Mais si on regarde bien ici comment déguste Pénaud, on s'aperçoit que lui, il a gardé, en termes de vocabulaire de dégustation, le vocabulaire classique finalement des courtiers et des négociants du 19e siècle. Et si vous lisez ses impressions sur ce tableau, lorsqu'il parle de ce Bordeaux 1940, il dit qu'il est commun maigre, le Margaux 1940, fin, pas très souple, gras ni souple. Il utilise finalement un vocabulaire toujours lié au toucher en bouche. Ce qui est intéressant aussi chez Pénaud, c'est que on voit que son goût va évoluer. Il nous dit, par exemple, qu'un vin de l'ordre de 50, que le vin, par exemple, si vous prenez un vin qui a un indice permanganate de 103, l'indice permanganate, il vous permet en fait de voir les polyphénols et les tanins du vin. Donc, indice 103, c'est assez énorme. Eh bien, lui, en 1947, il va le considérer comme assez fin, souple, vous voyez ici, et assez gras. Ce qui est intéressant, c'est que si on lit Pénaud en 1972, il considère que la valeur 50, donc en indice permanganate, est trop élevée pour un vin considéré comme souple. C'est-à-dire que lui-même, un des spécialistes majeurs du travail sur le goût des vins au XXe siècle, va, lui, évoluer aussi dans sa façon de déguster, mais aussi dans sa façon de réceptionner les vins. Vous voyez que l'évolution du goût, elle se fait au niveau social, mais elle se fait de fait au niveau aussi individuel, même chez les plus grands. Et ces œnologues, ils vont continuer je dirais, jusque dans les années, fin des années 60, début des années 70, à avoir plutôt une dégustation basée sur le toucher en bouche, ou alors une dégustation, certes olfactive, mais principalement liée à la trouvaille des défauts du vin. On le voit très bien si on analyse, par exemple, le contenu du diplôme national d'œnologue, donc qui apparaît, les premiers œnologues qui ont ce diplôme, c'est en 1956. Et ces œnologues vont avoir à peu près 2% de cours de toute l'année sur la dégustation. Vous avez plusieurs réformes comme ça dans les années 60-70 et on garde toujours à peu près 2 à 3% du cours qui est lié à la dégustation. Donc, on ne s'intéresse pas tellement à ça. Il faut attendre 1982 pour que ce soit à peu près 8% des cours qui soient liés à la dégustation et on change le nom d'ailleurs, on appelle ça plus dégustation, on appelle ça analyse sensorielle. Donc là, il y a de la part des œnologues un changement concret. Alors ce changement, ce n'est pas réellement eux qui vont le faire en termes de vocabulaire du vin. Ça va se faire par un autre acteur qui va apparaître donc, au XXe siècle. Deux autres acteurs, on va dire, qui vont apparaître en même temps que les appellations d'origine contrôlée. Ce sont les vignerons qui vont... Alors les vignerons existent depuis longtemps, mais les vignerons vont changer. C'est-à-dire qu'ils vont commencer... Ils vont tous se mettre à vinifier, ce qui n'était pas forcément le cas, parce qu'ils vendaient aussi leurs produits au négoce. Ils vont tous se mettre à élever les vins et ils vont le vendre et faire de la mise en bouteille au domaine. Pour ça, il faut reprendre finalement le flambeau du négoce et des courtiers et se lancer aussi dans une dégustation préventive qui permet de savoir si le vin finalement est qualitatif ou pas. Et puis, l'autre acteur nouveau, c'est l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine. Donc, tout ça, ça va apparaître parce qu'il y a une législation, on ne va pas s'appesantir dessus. Alors, si vous étiez à Bordeaux, j'y étais venu il y a quelques mois au Vendange du Savoir, invité encore pour parler de la naissance des appellations d'origine. Juste un rappel, la première loi sur les appellations d'origine, elle est née le 6 mai 1919. Ce sont des appellations d'origine non contrôlées. Et il faut attendre le 30 juillet 1935 pour avoir un décret-loi sur les appellations d'origine contrôlées cette fois-ci et la naissance donc de l'Institut national des appellations d'origine qui justement contrôle ces appellations. Et on va passer finalement d'un système assez libre où le négociant pouvait faire des marques privées ou des marques géographiques en assemblant les vins globalement qu'il voulait. Le négociant bordelais faisait venir de l'Ermitage pour relever ses vins quelques années.
où le vin manquait de force. Le négociant bourguignon faisait monter ses vins du sud de la France pour les mélanger à des Gevrey-Chambertin. On a des tas d'archives qui nous le montrent, hein, pour relever ces vins. Mais on continuait à donner des noms locaux qui n'étaient pas des appellations d'origine, mais justement des marques géographiques. Alors, ce nouveau système, c'est un système qui finalement change la donne en termes de normes de production et de commercialisation des vins. Et en passant sur ce système, on change pour le consommateur complètement la donne. Or, au moment où ces appellations se mettent en place, elles ont du mal à se vendre. Les consommateurs ne considèrent pas qu'une appellation qui vient de tel ou tel terroir est qualitative. Rappelez-vous ce fameux goût de terroir, finalement, qui est vu plutôt négativement par la majorité des gens. Ça change tout. C'est ce que nous disent en tout cas les professionnels, les négociants. Un négociant ici, François Lannéry, c'est son discours. Alors, il est contre les appellations d'origine et il nous dit il revendique le droit de faire ouvertement en Bourgogne ce qui se fait en Champagne et de continuer à vendre des vins au goût français, au goût anglais, au goût américain, au goût approprié à chaque nation, c'est-à-dire à pouvoir faire des assemblages. Et ce qu'il regrette avec ces appellations, c'est qu'on ait déplacé le siège du sens du goût. Il dit qu'il était autrefois dans la bouche et nous l'avons mis dans l'oreille. Et pour lui, le mettre dans l'oreille, c'est mettre en valeur des terroirs très précis, qui portent des noms très précis, mais ne plus laisser la possibilité, finalement, de créer le goût que l'on voulait. Ces fameuses marques privées et géographiques. Ça change tout, sauf que le consommateur, il ne va pas acheter d'appellation. Il ne va pas acheter d'appellation parce qu'il considère qu'elles ne sont pas qualitatives. On peut considérer qu'à peu près, dans les années 1950, la consommation française est à peu près 6% des vins qui sont consommés en France sont des vins d'appellation d'origine contrôlée. Alors, pour développer cette image qualitative des vins, on va faire appel, c'est ce que nous dit Joseph Capu en 1943, à l'idée que ces vins pourraient avoir des qualités substantielles. Et pour vérifier ces qualités substantielles, ce que ne proposait pas l'appellation d'origine contrôlée au début, on va demander à faire des dégustations, c'est-à-dire des agréments des vins, pour savoir s'ils sont qualitatifs. Et très vite, l'agrément n'est pas obligatoire, mais des syndicats viticoles partout en France se mettent à faire de l'agrément. Alors, vous avez ici la carte à peu près de l'évolution. Hein, c'est les premiers vignobles qui sont concernés par l'agrément, c'est-à-dire en fait la dégustation, pour savoir si un vin a droit ou pas à son appellation d'origine. Et puis, on va utiliser la dégustation aussi lors de délimitations problématiques. Un des vignobles qui sera le plus touché par l'agrément, où chaque syndicat va finalement essayer de mettre en place des dégustations obligatoires pour tous les vins qui vont se vendre sous appellation, c'est le vignoble bordelais, justement. À Bordeaux, quasiment toutes les appellations seront soumises à une dégustation obligatoire. Mais c'est aussi le muscadet, c'est aussi le Pacheringue de Vic-Bilh, c'est aussi le Costière de Nîmes et le Beaujolais nouveau, par exemple en 1952. Ces dégustations, le malheur pour ceux qui les font, c'est qu'elles se font avec des termes, finalement, qui sont des termes anciens et qui ne permettent pas, finalement, de relier et de définir correctement les vins pour savoir s'ils sont typiques ou pas de leur appellation. Alors, on va codifier, à partir de 1954, codifier le fonctionnement des commissions de dégustation pour harmoniser les procédures, autant sur la forme que sur le fond, et permettre aux dégustateurs de définir un peu plus correctement les critères qualitatifs du vin. Et ces critères qualitatifs du vin, mais ils sont forcément liés, finalement, à leur terroir. Toujours avec ce problème de vocabulaire récupéré au XIXe siècle ou au début du XXe siècle. Enfin, en 1974, cette dégustation devient obligatoire hein, avec un décret européen qui finalement rend obligatoire dans toute l'Europe l'agrément pour les appellations d'origine. Obligatoire, en tout cas en France, l'agrément pour les appellations d'origine contrôlée. On utilise, je vous l'ai dit, ces dégustations pour des limitations problématiques. Hein. Ça sera le cas à Chablis, par exemple, Chablis où il y a une bataille entre ceux qui veulent restreindre le droit à l'appellation Chablis sur cette zone en bleu clair que vous voyez ici, qui est une zone sur
sur étage géologique chiméridien et la zone en bleu foncé sur étage géologique chiméridien à faciès portlandien. Et depuis les années 20, les gens de Chablis se battent contre les gens du pourtour pour restreindre le droit à l'appellation et les autres pour l'élargir. Donc l'appellation pose tellement de problèmes que dans les années 50, on va lancer des dégustations pour essayer de comparer les Chablis de l'extérieur et les Chablis de l'intérieur. Et ces dégustations, en 1959, vous avez une dégustation sur 60 Chablis et des petits Chablis. Et les gens qui vont faire la dégustation, on va dire, ça vous vaincu, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas le vocabulaire nécessaire pour essayer de préciser si ces vins sont vraiment typiques de Chablis ou typiques, finalement, de la zone élargie de Chablis. Donc, vous le voyez, avec cette arrivée des appellations d'origine contrôlée, appellations qui n'ont pas de critères, finalement, pour les déterminer gustativement, eh bien, on se pose la question de savoir si on ne peut pas définir de nouvelles formes de dégustation qui permettraient finalement de donner des caractéristiques très précises au vin et de définir leur typicité. C'est bien ce que nous dit ici Pierre Charnet lors d'une conférence à Bruxelles en 1966. Il nous dit, contrairement à ce que disent ceux qui refusent de penser, alors Pierre Charnet, je m'excuse, je n'ai pas précisé, c'est un inspecteur de l'INAO de la vallée du Rhône. Et lui, il est justement dans ces personnes qui souhaitent rénover finalement la dégustation. Là, il dit, contrairement à ceux qui disent qui refusent de penser, il n'est pas ridicule de trouver dans les parfums qui, s'ils n'ont pas la même nature chimique que les parfums naturels identifiés, offrent à notre sens olfactif une sensation identique. Et il dit très clairement, ces parfums sont floraux, rose, violette, narcisse, pivoine, de fruits. Il utilise des termes qui sont très peu utilisés, vous le voyez dans la littérature, pêche, cassis, groseille, prune, pomme, coin, ou plus complexe lorsqu'il s'agit de vins âgés, truffes, kirsch, ambre, cuir de Russie. Et il précise tout à la fin de son laïus, il s'agit là d'un travail d'identification. C'est exactement ce que je vous dis. On a besoin d'un vocabulaire enrichi, en particulier au niveau gustatif et au niveau olfactif, pour identifier de façon plus correcte, plus positive, les vins d'appellation d'origine contrôlée. Et donc, vous allez avoir la mise en place d'un travail qui va avoir lieu principalement dans le Beaujolais, en Bourgogne et en Vallée du Rhône, avec des ingénieurs INAO, toute une jeune cohorte d'ingénieurs et de techniciens INAO, qui va se lancer dans cette rénovation de la dégustation et qui va travailler de pair avec un vigneron savant de l'époque qui s'appelle Jules Chauvet. On le connaît parce que c'est le pape du vin sans soufre, mais c'est aussi l'un des rénovateurs de la dégustation moderne. Vous voyez ici ces archives avec la fameuse pyramide des saveurs. C'est sans doute la toute première mise en place par Jules Chauvet et un ingénieur INAO qui s'appelle Vedel. Ils inventent un nouveau vocabulaire. On le voit ici encore un peu mieux, la façon dont il nous décrit ce Saint-Amour 1953, Côte de Bessay. Il le déguste dans divers contenants et surtout, il explique que, par exemple, lorsqu'on boit ce vin dans une éprouvette, on y trouve des arômes très doux de pêche fine, puis de violette, de fleurs de vigne, de tilleul. En fait, il se base sur l'arôme, sur le travail qui s'est fait 20 ans plus tôt dans la parfumerie, travail scientifique, pour réutiliser les termes finalement utilisés dans la parfumerie et utiliser donc des canons sensoriels collectifs et laisser un peu de côté finalement le toucher en bouche. Alors concrètement, tout ça, ça va donner des choses très matérielles. C'est les premiers box de dégustation. Ce sont l'arrivée de verres officiels de dégustation qui vont petit à petit chez les professionnels aussi remplacer le tas de vin. C'est le fameux verre INAO. Et puis, c'est un ouvrage qui s'appelle Essai sur la dégustation des vins qui apparaît en 1972 et dans lequel on retrouve pour la première fois le mot typicité pour parler d'appellation d'origine contrôlée. On a toute une évolution et cet ouvrage, justement, va essaimer. Il faut bien voir que l'INAO, à l'époque, c'est un ensemble qui a un énorme réseau, un réseau à la fois auprès des œnologues, un réseau auprès des viticulteurs, un réseau auprès des gouvernements étrangers, auprès de l'inspection des fraudes, auprès de l'ITV, etc., etc. Tous les acteurs de la vigne et du vin connaissent les travaux de l'INAO. Et donc, l'INAO va pouvoir essaimer et faire connaître en fait ces nouveaux travaux sur la dégustation. Et ça, on va le revoir chez d'autres à partir des années 70. C'est par exemple dans la Revue du vin de France. Vous voyez ici ces notes de dégustation d'un château Siran
Par rapport aux années 60 que vous avez vu tout à l'heure, on dit que ce 1961 a une robe chaude un peu tuilée, mais il a des arômes de bois de santal, puis d'encens. En 59, bouquet floral, rose, lilas. En 55, nez de cassis qui se confirme et s'amplifie en bouche. Vous voyez, ça devient très, très précis dans la dégustation et ça permet de distinguer les vins entre eux, ce qui aurait facilité la dégustation aveugle, à l'aveugle des sommeliers en 1926, mais ils n'avaient pas ce vocabulaire. Il faut bien voir que ça va être utilisé par les anglo-saxons. Ici, Steven Spurrier, qui a lancé donc, le fameux jugement de Paris. Et puis Michael Broadbent, un des pionniers de la dégustation anglo-saxonne moderne, on va dire. Et puis, ça va essaimer aussi chez les œnologues. Un des premiers vraiment à s'approprier cette façon de déguster, c'est Émile Pénaud. C'est la naissance à Bordeaux du diplôme universitaire d'apprentissage de la dégustation en 1974. C'est la rénovation des cours, on l'a dit tout à l'heure, d'œnologie en 1982, avec le remplacement du module dégustation par un module analyse sensorielle. Ça change tout. Et c'est la naissance, c'est la publication de ce fameux livre, Le goût du vin, qui sera réédité et qui sera un best-seller. D'ailleurs, dans l'historique d'Émile Pénaud, il évoque un petit peu le travail de ces gens de l'INAO. Ça va venir aussi avec des choses plus populaires, les dégustations. On en voit ici durant le Salon des Arts Ménagers en 61, puis l'arrivée du magazine Cuisine et Vins de France qui va s'intéresser aussi à la dégustation des vins. C'est en même temps un développement de l'œnophilie. Une œnophilie qui n'est plus uniquement bourgeoise, mais qui devient petit à petit populaire. Et chacun s'imprègne de ces nouveaux concepts de la dégustation, qui aujourd'hui nous paraissent normaux, mais qui finalement sont nés vraiment il y a quelques dizaines d'années. Pour terminer, j'évoquerai deux remarques. La première, c'est qu'aujourd'hui, ces termes de la dégustation, ils continuent d'évoluer. On le voit bien ici avec le terme de... Je vous ai mis l'exemple de la minéralité. J'ai essayé de mettre en exemple avec cette idée qu'un verre, un vin prendrait carrément sa minéralité du minéral du dessous, c'est-à-dire de la roche-mère. Cette minéralité, on sait qu'elle apparaît, le terme, à la fin des années 90 et qu'il est là aussi pour renouveler finalement avec l'idée de torchabilité, sapidité, etc. Les termes de la dégustation, termes de dégustation qui sont de plus en plus employés et qui mettent un petit peu plus de côté, cette fois-ci, les termes, les canons sensoriels olfactifs de la vigne et du vin, même si une dégustation complète, aujourd'hui, on va utiliser de plus en plus de termes, dont ceux-là et dont ceux d'avant. L'autre remarque, c'est on peut se demander pourquoi finalement l'olfaction a été finalement ignorée pendant très longtemps, très peu mise en avant. Et il faut bien comprendre qu'on est dans une société, c'est la société occidentale, qui a longtemps dénigré en fait le sens de l'odorat. Si on prend Aristote, il considère que c'est le sens humain le plus animal. C'est un sens dont les travaux commencent réellement au XXe siècle. On voit avec les travaux sur la parfumerie, puis ceux du vin ensuite. Et enfin, dans nos sociétés occidentales, si vous remarquez bien, nous n'avons pas de terme pour définir des odeurs spécifiques. Il existe des ethnologues ou des anthropologues qui ont travaillé sur des peuplades. Vous en avez au Gabon, par exemple, qui sont les Wahanzi. Les Wahanzi possèdent des termes spécifiques, ils en ont à peu près 14, pour désigner des odeurs. Nous sommes obligés de comparer. Et comparer, c'est trouver des comparaisons qui collent pour tout le monde, qui sont entendables pour tout le monde. Alors certes, le goût de noisette, certes, le goût de framboise, mais il faut que le consommateur, que le dégustateur s'habitue petit à petit à de nouveaux termes. Et c'est ce qu'on fait, en fait, tout ce travail qu'a fait l'INAO dans les années 50-60 pour valoriser les vins d'appellation d'origine contrôlée, les définir, les caractériser donc leur typicité, et finalement créer l'idée qu'on passait d'un goût de terroir qui était négatif au goût du terroir, caractérisé selon chaque terroir, qui devenait positif.
Voilà, je termine avec une diapo sur une archive de Jules Chauvet, hein, qui a vraiment travaillé là-dessus. On voit encore ici qu'il utilise des termes très, très particuliers pour, pour parler d'un vol naissant de nos truffes, mousseux, ambre, mocha, réséda, truffe pour le pommard, orchidée vanillée. Voilà. Bah, tout ça va façonner finalement notre façon d'interpréter et de décrire du coup le goût du vin au XXe siècle. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je serai à l'écoute de vos questions. Alors, merci beaucoup Olivier pour cette conférence très intéressante. On était pendant toute la conférence 145, 147 spectateurs à peu près. Je le dis parce que nous le voyons, mais eux, les spectateurs ne savent pas qui est connecté. Vous avez la possibilité de poser des questions à travers un petit module que vous allez trouver dans votre bande d'options du logiciel Zoom. Il y en a déjà quelques-unes que je peux vous soumettre. Alors, il y en a auxquelles vous avez répondu au cours des dernières minutes sur le thème de minéralité. À quelle époque arrive ce terme? Est-ce qu'ils existent dans des textes plus anciens que le XXe siècle? Mais donc ça, vous avez déjà répondu. Je peux approfondir ma réponse un petit peu, si vous voulez. Si vous voulez, alors on parle des termes de minéralité, salinité, gourmandise. Est-ce qu'ils sont liés au début du XXe ou bien existent-ils dans des textes plus anciens? Alors, salinité et gourmandise, je ne saurais pas répondre parce qu'il y a eu très peu d'études de fait dessus. Là, je me réfère à des études qui ont été faites en particulier par mes collègues de Dijon sur la minéralité. La minéralité, elle apparaîtrait, oui, fin des années 90. Alors, elle est liée, elle existe dans des termes de dégustation, mais pas pour les vins au départ. On parle des eaux minérales, en fait, tout simplement. La minéralité vient des eaux minérales. C'est là qu'on la voit dans les aliments. Et puis, ça va venir pour le vin. Mais c'est vraiment tardif. Et on a des collègues qui ont essayé de définir ça en faisant des enquêtes. Et la définition du mot minéralité est déjà très compliquée. Parce que chacun a son interprétation de la minéralité. Alors là, je sors un peu de mon domaine. Je ne suis pas sensorialiste. Mais ça reste un terme encore à étudier. Merci. Est-ce qu'on peut penser qu'il existe deux écoles de la dégustation, bordelaise et bourguignonne? Et cette différence est-elle plus liée aux hommes de l'art de chaque région ou aux caractéristiques intrinsèques des vins? Par exemple, Cabernet Sauvignon et Pinot Noir. Alors, c'est une magnifique question qui mériterait d'être approfondie. Je peux tenter une réponse parce que là, c'est une très belle question qui peut prolonger les recherches. Ça. Par rapport au vin, je pense que on n'a pas, effectivement, on n'a pas les mêmes vins. Alors, ça, on le voit très bien au niveau de la mise en place des appellations, les décrets de contrôle des appellations dans les années 30, 40, 50. Sur, par exemple, le taux d'acidité volatile en fonction de tel ou tel vin qui est demandé. Tout ça, ça joue sur la dégustation. Le taux alcoolique des vins, les vins du Beaujolais, on demande que ce soit un taux alcoolique de 8,5 degrés minimum. C'est très peu alcoolisé, mais les gens du Beaujolais considèrent qu'un vin très peu alcoolisé est un vin très très bon. J'imagine que dans le Bordelais, les vins qui titraient à 10,5, 11, 12, 12,5 n'étaient pas identiques. Donc, on l'aperçoit différemment. Finalement, ces vins, on les perçoit différemment. Après, les écoles de dégustation, je pense que c'est difficile de répondre. Ce serait à approfondir. Je suis désolé à la personne qui a posé cette question, mais c'est une très, très bonne question à laquelle, si je réponds, je vais vous dire des bêtises parce que ça a été très peu étudié finalement. Ce serait intéressant de comparer, effectivement. On a deux questions sur l'aspect visuel, parce que vous n'en avez pas vraiment parlé. Est-ce que c'est important, l'aspect visuel? La vue et les couleurs sont-elles prises en compte lors des dégustations? Oui, alors le visuel, il est énormément pris en compte par les négociants à la fin du 19e et au début du 20e. Parce que les techniques de vinification sont compliquées pour clarifier les vins. Alors, on a des problèmes, le vin se trouble assez facilement. Ça peut être dû au matériel vinaire qui est en fer, par exemple, mais ça peut être dû à d'autres choses. Et on n'a pas forcément toujours les procédés pour les clarifier. Donc, regardez le vin, ce n'est pas tant sa couleur qui va importer, c'est sa limpidité. Et si le vin est trouble, on sait qu'on ne pourra pas le vendre.
ça va être très difficile de le vendre ou à très bas, on va le vendre à très bas prix. Donc là, ça a une réelle importance. Aujourd'hui, alors ça, bien sûr, ça a une autre importance. Ça permet, mais je dirais que c'est peut-être plus depuis qu'on déguste dans des verres transparents, ça permet de voir tout simplement si le vin il est plus ou moins âgé pour le dégustateur. Un vin tuilé sera plus âgé, effectivement, qu'un vin d'un pourpre intense, etc. Ça, le dégustateur, tous les dégustateurs regardent la couleur forcément avant de commencer de déguster. Moi, le premier. Je pense que cette couleur est là. Et alors, je ne voudrais pas m'aventurer dans des terrains un peu chaotiques parce que c'est pareil, ce n'est pas mon domaine, mais il y a des études qui ont très bien montré que la couleur elle a une importance aussi par rapport au cerveau. C'est-à-dire que si on masque un vin, on ne sait pas si c'est un rouge ou un blanc, on s'aperçoit que le cerveau est perdu parce que la couleur va prendre plus, enfin la couleur, le sens de la vue va prendre plus que le sens de l'odorat. Donc, on pourra donner des descriptifs, des descripteurs rouges, fruits rouges, style pour un vin blanc, si on ne sait pas ce que c'est. Parce qu'on s'imagine le côté rouge du vin. Enfin, c'est ce que montrent certains chercheurs en sensorialité, des neurologues. Voilà, donc depuis qu'il y a les verres transparents pour tout le monde dans les dégustations officielles, la couleur a une importance, oui. Les études des commentaires de dégustation permettent-elles d'identifier de réels changements dans les goûts des vins, sachant que l'on ne produit plus des vins aujourd'hui comme hier? Oui, alors je confirme, on ne produit plus des vins aujourd'hui comme hier. C'est assez compliqué parce que, vous l'avez vu, le vocabulaire, il est assez pauvre finalement. Alors quand on nous dit par exemple qu'un vin est spiritueux, un vin spiritueux, si on regarde bien dans tous les dictionnaires, qu'on compare les dégustations, un vin spiritueux, c'est un vin qui a de l'alcool, qui est assez fort en alcool. Donc, on saura effectivement qu'il est assez fort en alcool. Si on regarde les dégustations du 19e siècle, on voit d'ailleurs que les vins sont souvent critiqués pour leur peu de spirituosité. Donc, c'est logique. Si on regarde les analyses qui ont été faites de ces vins-là, ce sont des vins beaucoup moins alcoolisés qu'aujourd'hui. Après, vous avez des termes comme des vins, on a des vins plus acides aussi. Les vins tanniques et acides se gardent mieux. Et les techniques œnologiques de l'époque étaient moins avancées et permettaient moins facilement de garder le vin, de conserver le vin. Donc, on récolte les vins plus acides, plus tanniques. C'est du moins ce que dit Vivas dans sa recherche. Et forcément, dans les termes qu'on va voir, on va voir énormément de termes liés à vif. Vif, c'est positif. Chez nous, vif, ça pourrait limite tendre à l'acide, et donc devenir négatif. Voilà, alors ça reste, il faudrait faire une comparaison de tous les termes, en fait, avec des sensorialistes et des gens qui travaillent sur le vocabulaire, tout simplement. Voilà. À ce propos du coup de vocabulaire, on a deux questions qui sont assez similaires. Est-ce que vous pensez qu'un travail moderne sur la définition des descripteurs du toucher par d'autres moyens modernes, par exemple des images sensorielles, est-ce que vous pensez que ce travail est nécessaire et est-ce que vous pensez qu'il suffirait pour décrire le vin? Il pourrait aider des sommeliers qui ont aujourd'hui, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, quelques difficultés au niveau du vocabulaire. Alors, ils avaient des difficultés, maintenant, ils sont très bien formés, les sommeliers. Disons, c'est vrai que, comme je disais à la fin, on voit qu'il y a une évolution du vocabulaire et aujourd'hui, le toucher en bouche reprend un petit peu de la force, on va dire. Alors, des études très approfondies, c'est pareil, moi je suis historien, je ne suis pas sensorialiste, je ne fais pas les travaux que vous a présenté Gilles de Revel il y a quelques temps. Il faudrait lui en parler à lui pour toutes ces études en particulier. Mais effectivement, on a une tendance à s'intéresser au toucher en bouche de plus en plus en termes de vocabulaire. C'est un changement de mode, tout simplement aussi. Et ce sera intéressant d'approfondir un petit peu parce que c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur l'olfactif, mais finalement, revenir sur ces choses-là, ça permettrait peut-être de comprendre des choses et savoir si ce sens-là, finalement, il est très aiguisé et s'il permet de distinguer les vins.
priori, d'après ce que disent les chercheurs des années 60 et 50, non, ça ne permettait pas seul de hiérarchiser ou de caractériser les vins d'appellation. Bon, à étudier. Ok. J'ai encore une question. Peut-on penser que l'aspect olfactif dans la dégustation des vins a été mis un peu de côté auparavant, car c'est un sens qui est plus subjectif, qui est lié aux émotions, aux souvenirs, et donc un peu moins relié à la notion de goût du terroir? Oui, effectivement, on peut aussi donner ce facteur-là. Alors, il y a ça. Il y a ça, mais j'insiste, c'est aussi l'idée que ce sont des le goût, l'odorat, le sens de l'odorat, c'est un sens qui est mineur pendant très longtemps. Donc, parler d'odorat, alors je conseille à tout le monde d'aller lire l'ouvrage de Le miasme et la jonquille d'Alain Corbin, qui montre comment on évolue par rapport à l'odorat jusqu'au 19e siècle. C'est très intéressant et ça montre que certes, c'est important, mais ce vocabulaire, il reste pauvre. Alors, ce sont aussi finalement les normes de production et de commercialisation des vins qui font ça. Le négociant, en fait, il n'a pas besoin, c'est lui qui vend le vin, hein. C'est pas le vigneron, il n'y a pas de mise en bouteille à la propriété au 19e siècle, quasiment pas. C'est lui qui élève le vin, qui fait les assemblages. Le vigneron, s'il fait du vin, il va le vendre directement au négoce, et puis c'est le négoce qui s'occupe de tout après. Et ce qui l'intéresse, le négociant, ça je ne l'ai pas dit, effectivement c'est une question intéressante là-dessus, c'est que ce qui l'intéresse, c'est d'assembler les vins. Pour l'assemblage des vins, le toucher en bouche, il est éminemment important. Il est éminemment important, il faut que les vins soient équilibrés, qu'ils soient liés à telle ou telle marque qui va être vendue sous tel ou tel nom. Et pour ça, tous les ans, il faut que le vin soit équilibré de la même façon. Donc, on va aller chercher des vins peut-être ailleurs pour les rehausser un petit peu en alcool, pour les rehausser un peu en tanin. Mais l'idée, c'est de les faire un peu à l'identique à chaque fois, avec des techniques œnologiques qui s'affinent chez le négoce au 19e siècle. Et pour ça, on n'a pas tellement besoin de savoir s'il sent la framboise ou s'il sent la truffe Kircher ou ce que vous voulez. On a surtout besoin de savoir s'il est acide, tannique, doux, spiritueux, vif, etc. Donc, pas besoin non plus de développer un vocabulaire de l'odorat très important parce que les normes de production et de commercialisation n'en ont pas besoin finalement. Et c'est justement pour ça, avec la mise en place des appellations, qu'on change de normes de production et de commercialisation. Et cette fois-ci, on va avoir besoin d'un vocabulaire un peu plus étoffé parce que définir un vin de façon verticale par rapport à son terroir, seul le toucher en bouche ne peut sans doute pas le permettre. Est-ce que vous pensez que l'évolution des critères sensoriels aurait une influence sur le classement originel? Les classements pourraient-ils être révisés pour des millésimes anciens? Ah oui, c'est une très bonne question. Alors, on sait que possible. Après, il y a beaucoup de travaux à l'heure actuelle qui montrent que les classements, ils se font sur la qualité des vins, certes, mais qui se font aussi sur la... C'est ce que disait Thomas Jefferson, d'ailleurs, j'invente rien, sur comment la réputation des propriétaires. Et la réputation des propriétaires joue sur la classification des vins en tant que telle. Ça, on le voit très bien, ça a été très bien démontré par des collègues en Bourgogne, au moment où les vins sont rachetés, les clos sont rachetés au XVIIIe siècle par des nobles, par des bourgeois, etc. Leur réputation, le vin va suivre leur réputation. Alors, ce sont des gens qui ont du pouvoir, qui ont aussi de l'argent, donc qui peuvent planter avec les bons cépages, faire des vins un peu plus qualitatifs. Donc, effectivement, le critère olfactif pourrait jouer sur la distinction de ces vins entre eux et aurait peut-être pu changer les classements. Mais on n'a pas que ce facteur-là dans les distinctions entre les vins. On a des histoires de prix, des histoires de propriété aussi qui sont mêlées à tout ça et des histoires humaines en quelque sorte. Alors, ce n'est pas uniquement parce qu'ils étaient qualitatifs qu'ils étaient mieux ou moins bien classés. C'était parce qu'ils étaient qualitatifs, mais pas uniquement, je dirais. Est-ce que vous savez si les vins secs et minéraux, aujourd'hui, ils ont plutôt plus de succès que les vins doux? Est-ce que c'est un phénomène marketing ou est-ce que dans le temps, ça a toujours été ça? Non, alors je confirme, ça n'a pas toujours été le cas.
On peut prendre l'exemple du Sauternais. Hein. Sauternais, qui se reconvertit d'ailleurs à faire certains sémillons secs ou sauvignons secs. Sauternais, c'est un bel exemple. Bon, pareil pour le quart de chaume donc des vins moelleux. Ce sont des vins qui sont très, 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 très bien vendus. Au moins, alors moi, pour mes périodes, au moins jusque dans les années 70. Hein, c'est un goût qui est réputé, qui est très apprécié, mais qui va pâtir finalement, effectivement, d'un désintérêt pour le sucre petit à petit et un regain finalement pour le sec. Alors, tout dépend aussi des civilisations. Hein. Vous avez, tout à l'heure, on avait un négociant qui évoquait les vins de champagne qui étaient faits au goût anglais, au goût russe, etc. Les grandes maisons de champagne au XIXe siècle faisaient justement des vins très sucrés pour les pays slaves et des vins très secs pour les pays anglo-saxons. Alors, la civilisation anglo-saxonne est historiquement, est plus favorable aux vins secs, bon, même s'ils ont aimé les Portos à une époque, mais plus favorable aux vins secs. Et l'anglo-saxonisation finalement de nos sociétés a peut-être aussi joué finalement sur ces changements de goût. Mais je confirme, il y a eu un grand amour pour les vins moelleux pendant très longtemps. Puis il faut espérer que ça revienne, parce que c'est des vins extraordinaires aussi. Je plaide pour les vins moelleux. Il y a encore quelques questions, mais le temps s'écoule. Je vous lis juste un petit commentaire de André Derieux qui nous dit que la première apparition de minéralité liée au vin, c'est dans le premier roman de Marguerite Duras, Les Impudents, en 1943. Ah, il a trouvé ça, André. Alors, voilà. André, excuse-moi. C'est même pas excuse-moi, merci, parce que c'est vraiment intéressant de savoir ça. Et je le transmettrai c'est privé, mais si tu peux me transmettre la référence, je veux bien, et surtout la montrer aux collègues qui ont travaillé sur la minéralité, ça va les étonner. Voilà. Comme quoi, alors, c'est bien parce que je terminerai par ça, mais vous voyez, moi, ce que je vous ai raconté, c'est l'histoire qui est basée sur des archives, etc. Mais quand on trouve d'autres archives qui remontent un peu plus loin, etc., c'est toujours mieux parce que ça fait avancer la recherche. Voilà. Donc, merci André. Et puis, je suis sûr que moi, ce que je vous raconterai, j'espère que les historiens futurs vont changer un petit peu les choses et essayer de comprendre encore un peu mieux comment ça s'est passé. Voilà. Je vous transmettrai par mail les quelques questions qui restent, Olivier, puis je vais peut-être en recevoir encore quelques-unes dans les jours qui viennent. Aux spectateurs qui sont encore là, on va rediffuser cette conférence sur la chaîne YouTube de l'Institut des sciences de la vigne et du vin et de la Cité du vin. Donc, vous aurez le plaisir de pouvoir revoir cette conférence en replay à partir de la semaine prochaine, a priori. Voilà. Merci encore, Olivier. Merci à toute l'équipe et merci Inès et merci à vous et bonne soirée. Et bonne soirée.